Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci de suivre votre émission Objection. Objection a le plaisir de recevoir ce dimanche Madame Annette Seck Ndiaye. Madame Ndiaye, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci, Bayomar. Tout l'honneur est pour moi. Je voudrais donc saluer tous les auditeurs de la Radio Sud FM. Saisir l'occasion de ma présence ici pour vous présenter mes condoléances pour le décès du président du groupe, M. Babacar Touré. Et je voudrais également, au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, de Madame la présidente du conseil d'administration et de l'ensemble du personnel de la pharmacie nationale d'approvisionnement, vous transmettre les salutations de toutes ces personnes. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. Annette Seck, vous êtes directeur de la pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal. Alors, Madame Ndiaye, la gestion du médicament en période de Covid-19. Alors, il sera question de voir quelle est la situation de la PNA, les effets de la Covid sur l'approvisionnement en médicaments, les effets des politiques de gratuité de l'État sur la PNA, entre autres questions. Mais l'actualité, vous le savez mieux que moi, reste marquée par la Covid-19. Elle préoccupe, inquiète et mobilise. 57 patients sont admis en réanimation à la date de ce week-end, plus de 12 000 cas positifs. Alors, Madame Ndiaye, dites-nous, quelle est votre appréciation de la situation? Merci Bayomar. C'est vrai que entre le 2 mars et aujourd'hui, un long chemin a été parcouru avec un nombre de cas positifs, certes, qui augmente, avec un profil épidémiologique qui est celui que l'on connaît, avec évidemment des décès, nous le déplorons. Mais je crois que quand même, il faut pouvoir analyser de manière approfondie tout cela et voir quand même les résultats que nous avons obtenus. Les résultats que nous avons obtenus dans la prise en charge quand même thérapeutique. Parce que à côté de ces résultats, nous avons aussi le nombre de guéris, de patients qui ont été sous traitement et qui ont été guéris. Et je crois que quand même aujourd'hui, on a dépassé la barre de 65%. Et c'est quand même aujourd'hui un exemple, en tout cas, le Sénégal est quand même cité en exemple dans sa prise en charge thérapeutique. Il faut le saluer. Évidemment, on le sait, on n'a pas encore trouvé le remède miracle qui est tant attendu. Le vaccin et peut-être même les médicaments qui aujourd'hui sont testés dans le monde. Hein, on sait qu'il y a des antirétroviraux qui sont testés, il y a des antiparasitaires, mais pour l'heure, le schéma thérapeutique qui est validé au Sénégal et qui est utilisé semble donner quand même de bons résultats, mais à condition que les patients aient été dépistés assez tôt et ne présentent pas évidemment de cas de comorbidité, ou alors que ces patients arrivent à des moments où c'est encore un peu tard. Vous l'avez entendu, vous avez entendu mais là, la situation, Madame Ndiaye, c'est qu'aujourd'hui, justement, le virus, il est partout. Il est dans la population aujourd'hui. À travers toutes les localités du pays, toutes les catégories d'âge, les personnes âgées sont le plus exposées aujourd'hui. Alors là, il est question de riposte adéquate. On a parlé des mesures barrières. Que faudrait-il retenir aujourd'hui? Eh bien, je ne dirais pas plus que ce que vous avez dit aujourd'hui. On l'a dit. C'est la prévention, c'est de respecter justement ces mesures barrières, de protéger les personnes les plus vulnérables qui sont les personnes âgées, les personnes ayant des comorbidités, et bien entendu d'éviter les retards, les retards dus le recours assez tardif aux structures sanitaires et aux professionnels de santé lorsque vraiment on a des symptômes. On l'a vu, aujourd'hui la transmission communautaire a pris le dessus
Et par conséquent, il y va de la responsabilité de chacun d'entre nous de comprendre qu'il faut se protéger, mais qu'il faut aussi protéger les autres. Évidemment, malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé ce remède qui va nous protéger. En attendant, nous devons respecter et avoir une attitude quand même responsable, tous, vis-à-vis autour de cette pandémie qui est évidemment une situation difficile pour tout le monde. Oui, difficile pour tout le monde. Le défi, c'est justement dans la riposte, dans les hôpitaux également, où les patients sont traités et même à domicile. Mais votre rôle est central. Quand je parle de votre rôle, je parle de la pharmacie nationale d'approvisionnement, la PNA, en termes surtout d'approvisionnement en matière de médicaments. Alors, Madame Ndiaye, le contexte sanitaire qui est marqué par cette Covid-19, ici ajoute la complexité du marché pharmaceutique international. Parlant du stock, votre stock de sécurité en médicaments couvre une période de combien de temps? 1 mois, 2, 4, 2 ans, dites-nous. Alors, merci Baye Omar. Vraiment, merci pour l'occasion que vous m'offrez de revenir sur le rôle de la pharmacie nationale, qui est un rôle central. La pharmacie nationale est vraiment, vous le savez, depuis longtemps, vous connaissez très bien le système de santé, est un outil stratégique de mise en œuvre de la politique de santé dans sa composante de politique pharmaceutique. Et vous le savez, le médicament est un facteur déterminant de la qualité des soins et évidemment de la fréquentation par les populations des structures sanitaires. S'il n'y a pas de produit, on le dit, il n'y a pas de programme. Aujourd'hui, nous avons un contexte sanitaire exceptionnel, Baye Omar, la COVID-19. Alors, dès que la pandémie a touché notre pays, et bien avant d'ailleurs, parce que dès que la pandémie a touché la Chine, on revoyait ça de loin, mais on se disait attention, attention, il faut se préparer. Et très tôt, nous avons essayé d'identifier avec les acteurs et les professionnels de santé les produits dont on aurait besoin, les produits prioritaires qui devraient être sécurisés. Et nous avons ainsi sélectionné une centaine de produits, de médicaments et produits essentiels, y compris les équipements de protection, pour faire de sorte que ces produits soient en quantité suffisante, aussi bien pour la consommation de routine que pour le stock de sécurité. Et aujourd'hui, vous avez un stock de sécurité qui est en principe au moins de 6 mois. Toutefois, il faudrait qu'on fasse attention parce que le stock de sécurité dépend également de la durée de vie des produits. Vous avez des produits que vous pouvez stocker même sur 1 an. Aujourd'hui, pour les équipements de protection, nous avons presque 1 année de couverture. Donc, vous avez les combinaisons, les surchausses, les casaques, les masques. Nous en avons vraiment en quantité suffisante. Ah oui, les masques aussi? Les masques aussi, puisque au début, vous avez vu, c'était la grande difficulté. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment un stock confortable. Et par contre, sur certains médicaments, vous devez quand même travailler soit en flux tendu, soit quand même sur un planning de livraison. Parce que sinon, lorsque vous recevez ces médicaments, ils doivent avoir au moins 4/5 de leur durée de vie. Et quand vous n'êtes pas certain que ces produits vont être consommés, vous ne devez pas dépasser les 3 ou 4 mois de stock. Mais je voudrais dire que nous sommes assez confortables et dire également, et je l'ai dit la dernière fois, nous avons sur l'ensemble de ces produits, sur le pipeline aujourd'hui, commandé pour environ 10 milliards de médicaments. Ah oui? C'est beaucoup de médicaments. Et nous avons reçu en 4 mois environ 4 milliards 700 millions de médicaments et produits essentiels qui sont aujourd'hui stockés
distribués aux différents centres de traitement épidémiologique, aux hôpitaux, aux régions médicales et aux districts sanitaires. Alors donc, est-ce que vous avez la traçabilité justement de l'utilisation? Aujourd'hui, vous distribuez, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est parce que la demande est trop forte? Qu'en est-il l'offre par rapport à la demande? Écoutez, aujourd'hui les choses se stabilisent. Il est vrai que au début de la pandémie, il y a eu ces achats paniques où tous les pays achetaient en même temps les mêmes choses. Vous savez, quand on parle de pandémie, ce n'est pas une épidémie qui est dans un certain endroit, mais c'est tous les pays qui sont touchés. Et par conséquent, tout le monde voulait la même chose, voulait la même qualité, et on a tout de suite subi un surenchérissement des coûts et une volatilité des coûts, des prix. Avec maintenant la fermeture des frontières et les restrictions de certains pays sur certains produits, il a été extrêmement difficile de s'approvisionner. Mais alors, Madame Ndiaye, justement sous ce registre-là, avec ces incertitudes dans l'approvisionnement au niveau mondial, vous l'avez dit, mais est-ce que justement ces incertitudes au niveau mondial, source d'incertitude ou une opportunité de se réajuster? Alors, c'est effectivement... Je pense que ce qui est important aujourd'hui dans cette Covid, c'est les leçons apprises. Vous savez, Baye Omar, dès que la pandémie s'est déclarée, les grands fournisseurs, c'est l'Asie, c'est l'Inde, c'est la Chine. Et même si l'Inde est un des plus grands fabricants, les matières premières viennent de Chine. Et par conséquent, la première réaction de ces pays-là a été une réaction de conservation et de restriction des produits qui étaient déjà fabriqués. Donc, du coup, nous apprenions que certains produits ne viendraient pas. Certains produits qui avaient été commandés ne viendraient pas, que d'autres produits pour lesquels il fallait renforcer les stocks ne viendraient pas également ou ne viendraient pas dans les quantités que nous souhaitions. Je vous rappelle de la France qui effectivement, la France également, qui a sur certains produits, surtout les anesthésiques, les corticoïdes, les antibiotiques, tous ces produits, les psychotropes, les stupéfiants, tous ces produits-là devenaient vraiment une problématique sérieuse pour l'approvisionnement. Et même au-delà de la France, au niveau de l'Union européenne, certaines décisions avaient été prises pour que les produits restent au sein de l'Union européenne. Il a donc fallu que, évidemment, nous nous organisions. Et là, je voudrais saluer quand même l'organisation ouest-africaine de la santé, qui a quand même pris les choses à bras-le-corps en disant non, en se battant quand même pour que certains produits, en tout cas d'urgence, puissent être mis à la disposition des pays, concernés. Mais véritablement, cela était un casse-tête. Et aujourd'hui, même si les mailles du filet se sont un peu élargies, le constat qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui, l'offre est vraiment en deçà de la demande. Et encore en deçà de la demande, avec peut-être moins de difficultés, mais vous avez vu que les pays producteurs passent de confinement à déconfinement, passent vers à des pics. Il n'y a pas encore de stabilité. Il n'y a pas encore de stabilité. Et par conséquent, évidemment, chaque pays se pose la question, est-ce que je vais pouvoir... Vous avez vu, vous avez connu les scandales un peu en France qui ont porté sur les masques, etc., etc. Donc, chaque pays se dit, moi, en tout cas, il y a des produits prioritaires qu'il faut que je conserve. Le Sénégal, vous le savez, est encore un grand importateur de médicaments. C'est ça. Encore plus de 90% de nos produits sont importés. Et en plus, pour les 10% qui restent, l'industrie pharmaceutique locale, il faut le dire, bat de l'aile en Sénégal. Par conséquent, l'approvisionnement en médicaments essentiels devient un processus extrêmement complexe. Et vous voyez aujourd'hui que... C'est le coût d'importation des médicaments au Sénégal, en termes de coût? Alors, écoutez, le marché, déjà, du Sénégal, aujourd'hui, a dépassé 140 milliards.
Mais il faut savoir qu'on a un secteur public et un secteur privé. Et le secteur public, en réalité, en termes de volume, ne concerne qu'à peu près 20% de ce marché pharmaceutique local. Tout le reste est concentré autour du secteur privé. Et vous avez vu aujourd'hui que la grande difficulté devient la régulation. Parce que le secteur privé également souffre aujourd'hui énormément de ce contexte sanitaire international. Et aujourd'hui, le problème, c'est de trouver un juste équilibre entre, évidemment, réajuster entre le public et le privé afin que nous soyons complémentaires et que nous puissions offrir le même service aux populations, qu'elles s'adressent au public qu'au privé. Oui, vous l'avez dit, l'offre est bien en deçà de la demande, mais aujourd'hui, par rapport quels sont les médicaments les plus prisés dans ce contexte de lutte contre la COVID-19? Alors bon, en dehors du traitement qui est validé, qui est ce traitement que tout le monde connaît, qui est l'hydroxychloroquine, qui est l'azithromycine, pour lequel vraiment, Omar, on n'a pas connu de tension, ni de rupture. Et jusqu'à ce jour, tout se passe très bien. Tous les patients qui doivent être pris en charge par ces molécules reçoivent leurs produits sans difficulté. Mais ce n'est pas tout. Vous avez dit tout à l'heure, nous avons des cas graves qu'il faut prendre en charge. Nous avons aussi des comorbidités. Mais nous avons, en dehors de ça, les autres maladies chroniques qu'il faut continuer à prendre en charge. Et il faut le dire aujourd'hui, il n'est pas évident de pouvoir trouver facilement les moyens d'acquérir ces produits-là, même lorsque vous avez un marché qui est déjà conclu, vous avez quelquefois des tensions. Il faut qu'on le comprenne. C'est un contexte sanitaire qui est un contexte mondial. Et donc, il faut déjà qu'on commence par aller vers un usage rationnel des produits, qu'on ne fasse pas de gaspillage et que les protocoles thérapeutiques soient bien appliqués et que véritablement on fasse de sorte que toutes les ressources qui sont dédiées soient utilisées à bon escient, sachant que nous sommes dépendants, évidemment, en grande partie du marché international. Oui, dépendant du marché international, ça c'est le constat, ce sont les faits. La prévention aidant, se demande comment dois-je faire pour éviter cette maladie. Qu'en est-il de l'automédication aujourd'hui? C'est une grande préoccupation, Omar. En tout cas, pour moi, c'est une grande préoccupation. Même si je comprends tout à fait la réaction des populations, quand on est dans un contexte comme celui-là, où évidemment la maladie à coronavirus est pleine d'incertitudes, tout le monde cherche le remède miracle. Et malheureusement, c'est l'occasion pour les contrefacteurs de proposer des produits, etc. Tant que les populations s'adressent à des professionnels, tant qu'elles vont dans les officines, on est rassuré. Mais le plus dangereux, c'est que vous l'avez vu actuellement sur les réseaux sociaux, on partage des remèdes miracles, on partage des protocoles qui vraiment ne sont pas prouvés. Et malheureusement, vous avez entendu vraiment toutes ces molécules qui sont partagées et que les populations vont chercher. Et c'est tout à fait légitime. Donc, l'automédication va également avec le mésusage des médicaments. Et nous devons mettre l'accent sur cette problématique. Autant nous devons sensibiliser pour que les populations respectent les gestes barrières, vraiment portent le masque, mais nous devons y ajouter également une communication plus forte en leur disant qu'elles peuvent créer le mal en cherchant à juguler le mal. Comme on dit, Safara bu jur jangaro. Et c'est ça qui est assez inquiétant, mais je crois que nous sommes tous aujourd'hui conscients que nous devons protéger les populations et nous devons être assez ouverts pour qu'elles puissent
s'adresser aux professionnels lorsqu'elles ont Alors, Madame besoin. Annette Seck Ndiaye, directrice de la PNA, de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, il y a également l'approvisionnement en médicaments avec le marché. Normalement, vous devrez passer par la RMP pour l'acquisition des médicaments. Aujourd'hui, comment s'organise ou s'opère justement l'achat des médicaments? Est-ce que c'est la procédure naturelle, normale, comme d'habitude, vous lancez des appels d'offres au niveau de la RMP qui organise tout cela, ou bien est-ce qu'il y a une nouvelle réorganisation qui s'adapte de ce contexte Covid-19? Alors, merci Baye Omar. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte assez spécial. Et je pense que le président de la République l'a très bien compris et vraiment... Il faut éviter les ruptures et autres. Exactement. Hein, et dès le départ, la première directive qu'il a donnée le 4 mars lors du premier conseil des ministres, il a dit il faut mettre en place un stock de sécurité au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement et de pouvoir en tout cas répondre aux besoins de manière adéquate. Et par conséquent, le 18 mars, le président de la République a pris également un décret qui permet, et entre autres, à la pharmacie nationale d'approvisionnement d'acquérir les médicaments, les produits essentiels, y compris les équipements de protection, sans passer par les procédures administratives que vous connaissez, qui sont les procédures de passation des marchés. Cela ne nous empêche pas de passer des marchés parce qu'on continue à commander des produits avec les marchés qui sont en cours et qui sont en cours d'exécution. Toutefois, cette dérogation... Parce que c'est des procédures longues, qui demandent extrêmement beaucoup de temps, longues. Nous avions des procédures de 9 mois, une année. Et à la fin de la procédure, vous étiez, soit vous n'aviez plus de stock de sécurité, vous étiez complètement en rupture. Alors et donc, cette matière, elle est sensible. Et vous avez, exactement, vous avez un approvisionnement en dents de scie. Parce que entre le moment où vous touchez à votre stock de sécurité et le moment où vous allez pouvoir vous réapprovisionner, il y a 5-6 mois, et vraiment c'était quelquefois ce décret vous a permis de rationaliser et d'éviter les tensions? Alors justement, et c'est à saluer. Et aujourd'hui, pour moi, la première leçon apprise, en tout cas, parce que même si c'est vrai que de temps en temps, on entend qu'il y a un produit qui manque, mais on sait très bien que ce produit manque parce que sur le plan international, il y a eu des difficultés. Mais pour tous les produits qu'on a dû commander et qu'on devait pouvoir commander grâce en s'appuyant sur ce décret-là du 18 mars, on a pu les acquérir en un laps de temps et aujourd'hui quand même avoir un secteur pharmaceutique qui soit stable, qui permette quand même de se soigner, de se prendre en charge et qui reste dynamique. Et ça, je crois qu'il faut le saluer. Et c'est l'occasion pour moi de dire qu'aujourd'hui, ce décret doit pouvoir être adapté totalement aux médicaments et aux produits essentiels et vraiment qu'on règle une bonne fois pour toutes cette acquisition de médicaments. Oui, cette question de médicaments, nous restons avec la Pharmacie nationale d'approvisionnement parce qu'au mois de juillet dernier, lors d'un conseil des ministres, le chef de l'État soulignait l'importance qu'il accordait à l'approvisionnement régulier du pays en produits pharmaceutiques. Eh bien, il avait demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de faire le point sur la viabilité du modèle économique de la PNA. Est-ce à dire que le modèle est obsolète, Madame Ndiaye? Alors, merci Baye Omar. Je ne sais pas si c'est, je devrais dire obsolète, mais ce que je sais, c'est que si vous me permettez de retourner un peu en arrière, cette structure dont on connaît l'importance, parce que je dis que c'est le moteur du système de santé, et je continue à le dire, ces performances ont un impact réel sur la qualité de soins. Elle a été créée en 1954. Elle servait déjà à l'approvisionnement de toute l'AOF. Et donc, le Sénégal est quand même précurseur en matière de distribution. Et ce n'est en 75, à peu près en 1975, après plusieurs mutations, qu'elle est passée en service public, rattaché au ministère de la Santé à l'époque. Mais sa véritable transformation date
de 1998 avec la réforme hospitalière que tout le monde a connue, avec les 2 lois complémentaires qui ont permis d'avoir les établissements publics de santé. Et c'est en 1999, par le décret du 27 août 1999, que la PNA a été érigée en établissement public de santé non hospitalier. Depuis lors, 20 ans se sont écoulés. 20 ans où aujourd'hui, nous n'avons plus le même contexte, aussi bien au niveau international qu'au niveau national. La demande au niveau national a augmenté, le profil épidémiologique a changé, les besoins ont changé, ont augmenté, la population s'est accrue, également aujourd'hui les programmes prioritaires de santé, ces initiatives de santé qui ont permis quand même d'avoir des taux de prévalence qui soient vraiment à saluer pour le Sénégal. Tout ça fait que la pression est encore de plus en plus importante sur cette structure qui doit pouvoir répondre aux besoins, en tout cas prioritaires des populations. En tout cas, quand vous vous permettez cette comparaison avec ce qui se passe ailleurs et qu'on voit vos locaux là où vous êtes, il y a problème, madame. Absolument. Oui. Absolument. J'ai eu la chance de visiter certains pays comme ne serait-ce qu'à côté le Maroc, la Tunisie. Je ne parle pas des pays développés encore. Alors, à ce niveau, il y a encore à faire. Absolument, Baye Omar. Vous me donnez l'occasion de faire ce plaidoyer, parce qu'aujourd'hui, il est devenu vraiment impératif. Parce que vous savez que la sécurisation des produits de santé, c'est également l'intégrité de ces produits. Et la qualité des produits est largement, fortement tributaire de leurs conditions de conservation, de stockage. Aujourd'hui, on ne peut pas se prévaloir d'être une centrale d'achat nationale si on n'est pas en mesure de stocker et de distribuer les produits selon les normes de qualité internationales. Nous avons aujourd'hui en permanence, Baye Omar, dans le pipeline, au moins 10 milliards de stocks sur l'ensemble du territoire. Sur 2019, nous avons acquis 22 milliards, presque 23 milliards de produits. Nous avons un chiffre d'affaires aujourd'hui qui a doublé. Nous avons aujourd'hui un budget qui est passé de 10 à 24 milliards. C'est aujourd'hui une structure de pointe. Il est important qu'elle puisse bénéficier de l'appui qu'il faut pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions. Oui, dans les meilleures conditions. Toujours en parlant de Covid-19, est-ce que vous pouvez revenir sur les effets de la Covid sur l'approvisionnement? Est-ce qu'il y a des effets négatifs, positifs? Quels sont ces effets? Alors, les effets, je vais commencer par les effets négatifs. C'est d'abord un surenchérissement des coûts. Baye Omar, une boîte de masques, comme vous portez le masque chirurgical, dit chirurgical, avant la Covid, coûtait 1500 francs. Aujourd'hui, cette boîte coûte 15 000 francs. 15 000 francs. C'est-à-dire qu'il y a eu une volatilité des prix, un surenchérissement qui est sur le marché international. Je peux vous dire, même si aujourd'hui les choses sont en train de se stabiliser, mais ça a été véritablement un casse-tête. Et évidemment, tout le monde allait vers les mêmes choses. Mais à côté de cela, les leçons, la première leçon que j'ai retenue, Baye Omar, c'est que quand on veut, on peut. Très vite, on a compris qu'il fallait se retourner aussi vers les masques barrières. Et on a vu le génie créateur de nos artisans locaux qui ont permis aujourd'hui, en tout cas, de protéger la population. Parce que je le disais, exactement, tout en respectant les normes. Vous y avez travaillé. On y a travaillé et aujourd'hui, la PNA commercialise. Oui, la PNA commercialise des masques barrières réutilisables
qui sont certifiés par l'ASN, l'Association sénégalaise de normalisation, et aujourd'hui qui sont utilisés dans les ministères, dans les services publics, dans les banques, etc., etc. Et là, ce que vous venez de dire, on a appris à comprendre que il ne fallait pas faire de gaspillage. Imaginez acheter une boîte de gants, une boîte de masques à 15 000 francs, des masques à jeter un peu partout dans la rue pour 10 millions, 15 millions d'habitants. Non, ce n'est pas faisable. Et je crois que c'est quand même ça, une des premières leçons apprises. Je vous dirais même qu'aujourd'hui, la pharmacie nationale est revenue à une orthodoxie. C'est qu'aujourd'hui, nous faisons même du matériel réutilisable. Nous faisons des blouses, des surchausses, des casaques réutilisables. Ça veut dire que les hôpitaux, les structures hospitalières qui ont des buanderies, qui sont bien équipées et tout, peuvent acquérir ce matériel-là et de grâce, Baye Omar, peut-être réserver nos ressources à autre chose. Cela coûte cher, vous le disiez tout à l'heure. C'est vraiment un gouffre. Un gouffre, tous ces équipements, c'est extrêmement important. Vous savez, on faisait simplement une petite évaluation. Lorsque vous avez environ 10 000 personnels soignants, à raison de 2 masques, à la limite, 2 masques par jour, si vous leur donnez, parce que ce n'est pas des masques chirurgicaux, il faut leur donner des masques FFP2, des masques à coque, c'est 20 000 masques par jour. Et pour le personnel soignant, vous en avez 60 000 par mois. Vous êtes à plus d'1 milliard de francs par mois. C'est insoutenable. Et je crois que ça fait partie des leçons que nous avons retenues. Oui, ça fait partie des leçons qui sont des leçons à retenir. Mais madame, aujourd'hui, il y a les politiques de gratuité. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Les politiques de gratuité et les mesures liées à la CMU, la couverture maladie universelle. Alors, sont-elles soutenables finalement ces mesures? Pour beaucoup, c'est des mesures insoutenable financièrement pour la PNA qui éprouve des difficultés par rapport justement à ces gratuités. Que dire de ce point de vue? Oui, Baye Omar, les gratuités, le financement des gratuités pose quelques difficultés et qui méritent quand même réflexion. Vous savez, quand on parle de gratuité, c'est gratuit pour le bénéficiaire, mais il y a quelqu'un qui paye. Et vous savez que c'est connu, que lorsque vous mettez en place une politique de gratuité, vous avez au moins 20% d'augmentation de la demande. Mais comment vous faites alors pour assurer votre mission de service public par rapport à ces gratuités? Alors justement, vous savez qu'aujourd'hui, les dépenses de santé sont financées au moins à 50% par le budget de l'État. Et c'est l'État qui, dans le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale, inscrit des lignes budgétaires pour chaque programme. Et à la PNA, d'acquérir les médicaments et de les distribuer pour le compte de l'État, en ayant juste des frais de gestion. Mais quand vous regardez bien, c'est très souvent, ces subventions, et c'est louable, parce qu'elles ont un impact social fort, mais elles doivent absolument aller crescendo et aller s'adapter à la demande. Je prends un exemple. Le VIH. En 2013, vous aviez un peu plus de 13 000 patients, 13 000 PV-VIH sous traitement. En 2019, on est passé à 28 000. Avec une subvention qui n'a pas varié de plus de 10%. Qui ne bouge pas? Qui ne bouge pas. Par exemple, en 2013, nous étions environ à 1,3 milliard. En 2017, on est passé un peu à 1,5 milliard. Mais de façon générale, on est entre 1,3 milliard et 1,5 milliard. Il faudrait 2,5 milliards pour pouvoir financer à la fois le stock
de routine, c'est-à-dire lié à la consommation, et le stock de sécurité. Ce qui fait qu'on a un gap, et ce gap, évidemment, est supporté par la pharmacie nationale. Et malheureusement, chaque fois, évidemment, je salue le fait que chaque année, ces subventions sont quand même entièrement mobilisées. Oui, mais Entièrement mobilisées. Mais justement, étant donné ce gap, de ces créances, et voilà, étant donné ce gap, oui. eh bien, nous allons de report à nouveau à report à nouveau parce que tout simplement, il y a un gap important. Ça, il faut le dire très sincèrement. Mais ça a un impact sur le fonctionnement de la PNA, Et si ça- bien que les syndicalistes ont attiré l'attention de l'État Oui, oui. sur ce point précis. Oui, et je pense que Oui. l'État est tout à fait conscient. Hein. On en discute, on en parle très souvent. Mais Il va ça falloir. n'attend pas sur Oui, le fonctionnement. vous avez le raison. médicament, il est essentiel. Le Oui. fonctionnement de la PNA. Oui, vous avez beau éviter la question, mais elle est là, madame. Elle ça est vous là. empêche Elle de est là. fonctionner finalement. Absolument, absolument, Bayomar. Vous avez tout à fait raison. Et je suis la première à en parler tout le temps. Le financement de ces, Parce que, de ces politiques de Non gratuité remboursable doit étouffe être la revu. PNA. Étouffe la Oui. PNA, la dialyse, toutes ces politiques de gratuité, je l'ai dit, elles ont un impact social fort, mais elles doivent être revues, repensées dans leur Il n'y a pas à financement. revoir, c'est à l'État de compenser et d'augmenter aux besoins, puisque c'est essentiel. Absolument, absolument. Revoir, non, il Et suffit juste à l'État de comprendre où se situent justement les priorités. Et absolument. Oui. Et je crois que je suis en tout cas la première à soulever cette question régulièrement en disant que nous allons aller vers, à un moment donné, vers des blocages. Il faut absolument que le financement de ces politiques de gratuité soit revu, soit repensé et que ce financement soit un financement adéquat. Est-ce que c'est cela qui entraîne de temps en temps des tensions ou des ruptures? Mais absolument, il faut le dire sincèrement, qu'il arrive des moments... Souvent, madame, oui, des malades vont de pharmacie en pharmacie à la recherche de médicaments spécialement liés à leur état de santé et qui reviennent... Alors là quand même, c'est un autre problème. Oui. Parce que quand les populations vont dans les pharmacies, elles recherchent des spécialités. Non, je parle de rupture d'abord. Voilà. Je parle de rupture d'abord, ça. mais ensuite, vous allez nous expliquer un peu ce phénomène. Voilà. Oui. Alors, les ruptures, je dois dire que dans les programmes prioritaires de santé, à ce jour, quand même, nous couvrons au moins 90% des besoins. Que ce soit le VIH, que ce soit la tuberculose, à l'exception quand même des formes pédiatriques, qui quelquefois posent des difficultés, mais qui ne sont pas liées à des ruptures, mais liées à l'approvisionnement lui-même et à la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire qu'à leur acquisition sur le marché. Mais sur tous ces programmes prioritaires, y compris la santé de la reproduction, véritablement de façon générale, l'approvisionnement est absolument correct. Maintenant, il arrive qu'il y ait des ruptures, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aussi bien dans le secteur public que privé, comme vous l'avez, de médicaments de routine, qui sont comme le paracétamol, l'amoxicilline, qui sont des produits de routine. Le paracétamol, c'est essentiel. Hein? Alors, le paracétamol, oui, mais justement, vous en avez dans les structures publiques. Et c'est ça, Baye Omar, c'est que, évidemment, le secteur privé est complémentaire du secteur privé, du public. Mais des fois, il ne joue pas le jeu, le privé, ou pas? Je ne sais pas si c'est une question de ne pas jouer le jeu, mais aujourd'hui, si vous allez dans un poste de santé, vous trouverez la plaquette de paracétamol. Et dans le privé, on n'y trouve pas. Pourquoi? Alors, évidemment, vous ne trouverez peut-être pas la plaquette de paracétamol, mais vous trouverez du paracétamol en boîte, sous forme de spécialité. Et je dois dire que quand même... C'est le générique qu'on trouve pas. C'est peut-être le générique, en tout cas présenté. Vous trouverez du générique, mais peut-être du générique de marque. Et c'est peut-être la forme hospitalière déconditionnée que les populations aiment bien acheter à 50 francs, à 100 francs, qu'on ne trouve pas dans les officines. Et c'est ça qui fait que, bon, quelquefois, elles ont besoin... Vous savez, les populations n'en sont souvent
sont démunies aussi. Certaines sont démunies. Elles ont besoin, elles ne peuvent pas toujours acheter la boîte de Doliprane à 1000 francs. Elles peuvent acheter la plaquette à 100 francs, revenir acheter à 100 francs. Et par conséquent, pour elles, quand elles n'ont pas cette plaquette, on est en rupture de paracétamol. Mais les Feralgan, tous ces produits-là sont dans les officines et ne manquent pas. Hein, dans les officines. Oui. Voilà. Maintenant, Baye Omar, vous me donnez également l'occasion. Les populations ne vont dans les pharmacies publiques, des postes de santé ou du centre de santé que lorsqu'elles y vont en consultation. Mais quel est le je suis sûre que je ne comprends pas. Oui. Je suis sûre que vous n'irez pas dans un poste de santé acheter. Mais je ne vois pas les personnes aller spontanément au poste de santé de leur quartier, acheter leur paracétamol. Mais est-ce que l'information passe? Alors, on a l'impression que les populations pensent que il faut aller au poste de santé, se faire consulter pour pouvoir acheter là-bas son produit. Non, la pharmacie, le dépôt du poste de santé est ouvert à tout le monde. Et donc, on doit pouvoir acheter son produit. Je pense qu'il est bon aussi d'expliquer aux populations. Alors, c'est pour ça que j'ai récemment, dans une réflexion, dit Baye Omar que il faut que nous changions de paradigme. Les populations, nous devons... en tout cas, c'était la main tendue aux prescripteurs. Quand je dis prescripteur, je ne parle pas seulement du médecin, de la sage-femme, du chirurgien dentiste. J'ai dit, il faut qu'on prescrive en dénomination commune internationale, c'est-à-dire le non scientifique du principe actif. La population, si vous leur donnez, excusez-moi, je prends un exemple, vous leur écrivez, je ne sais pas, du Gardénal, pour leur faire comprendre que c'est du phénobarbital et qu'il faut qu'on puisse substituer et leur donner du phénobarbital, c'est pas toujours évident. Mais ça, c'est à qui imputer cette responsabilité? Mais c'est Je justement... pense que le prescripteur aussi doit aussi bien être sensibilisé. C'est ça, c'est justement, c'est ça. Nous devons aujourd'hui non seulement utiliser les équivalences thérapeutiques, mais nous devons également prendre sur nous d'aller vraiment vers la prescription sous forme de dénomination commune internationale. On prescrit de l'amoxicilline, on prescrit de la ceftriaxone, on prescrit de l'amoxicilline acide clavulinique. On ne prescrit plus de spécialité. Je sais que on va me taper sur les doigts parce que je sais que les responsables de laboratoire ne seront pas forcément très contents. Il faut que tout le monde travaille. Mais pour moi, il faut également qu'on accompagne les populations et qu'on les protège également. Parce que en faisant le tour comme ça de toutes les officines, elles finissent où, vous savez, au marché. Oui, mais voilà. Je pense aussi qu'il faut peut-être intégrer ça dans les stratégies que vous-même vous avez définies. Je me rappelle, le président de la République avait promis aux Sénégalais d'améliorer la disponibilité des médicaments grâce à Yexina. Qu'en est-il maintenant? Quelle est la situation? Parce que vous avez deux fonctions. Vous avez, madame, à la fois une fonction de disponibilité et d'accessibilité. Qu'en est-il avec Yexina en termes de disponibilité? Alors, merci Baye Omar. C'est tout à fait la question qu'il faut se poser. Yexina était un modèle de distribution exceptionnel. Et reste un modèle. Un modèle de distribution qui est cité en exemple dans toute la sous-région par tous les partenaires. Toutefois, et l'originalité justement de ce modèle de distribution, c'était son financement, son autofinancement, sur la base véritablement d'un modèle de mise en commun des moyens sur toute la chaîne d'approvisionnement, et qui pourrait permettre d'avoir le médicament, comme on dit, jusqu'au dernier kilomètre, au plus périphérique de la chaîne d'approvisionnement, en mettant ensemble les moyens à chaque niveau de la pyramide sanitaire. Ce modèle connaît quand même des difficultés dans sa mise en œuvre. Et ces difficultés sont liées aux trois quarts à son financement. Il faut absolument
que tous les acteurs de la santé, à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, s'approprient ce modèle. Et sache que ce n'est pas un programme ou un modèle de la pharmacie nationale, mais un programme national qui vise à rendre accessible le produit et surtout à garantir la disponibilité des produits au niveau des points de prestation. Parce que, Baye Omar, si le médicament est au niveau central, qu'il est à Dakar et qu'il ne peut pas se trouver ni à Kumpentoum, ni à Kidira, ni à Kédougou, eh bien, nous sommes à mi-chemin. Par conséquent, notre objectif principal doit être l'équité sur l'accès des soins et particulièrement l'équité dans l'accès aux médicaments essentiels. Pour ça, il faut un modèle de distribution qui soit un modèle de distribution performant, qui permette sur tout l'ensemble du territoire national de pouvoir avoir les médicaments lorsque les populations ont besoin de ces médicaments, de pouvoir les choisir, de pouvoir les utiliser et de pouvoir également donc comment dirais-je, les acquérir lorsque elles en ont besoin. Lorsqu'elles en ont besoin, justement, Yexina est une approche adaptée à nos réalités. Absolument. Mais aujourd'hui, Madame Annette Seck Ndiaye, directrice générale de la PNA, nous parlons justement de l'usine Médis. Médis et Confidis, filiale d'un groupe tunisien et productrice de médicaments génériques. Les génériques, il faut qu'on en parle, madame. Paracétamol, fer, Cardinal, Sédaspire et Paragorique. L'usine tarde, je parle de l'usine, tarde à rouvrir. Je suppose que vous étiez cliente, non? Oui, absolument. Absolument. Et je suis fervent défenseur de l'industrie pharmaceutique locale. Et aujourd'hui, un tissu industriel très affaibli. Vous avez d'ailleurs, sur l'industrie locale, très peu qui font de la fabrication de bout en bout, parce qu'il y a le conditionnement primaire, le conditionnement secondaire, mais ceux qui venaient acheter vraiment de la matière première et qui fabriquaient ici, il y en a très peu. Et malheureusement, vous avez dit, Médis a connu des difficultés. Elle n'est pas encore ouverte. Et aujourd'hui, si on n'a pas de fer, on peut manquer de parégorique, c'est effectivement, on peut manquer de terpine codéine, etc. Des produits basiques. C'est lié en grande partie au fait que A-t-on suffisamment diagnostiqué le problème de ce secteur pharmaceutique au Sénégal? Oui, il y a un travail quand même qui est en cours. Et vraiment, vous savez, c'est quand même une question multisectorielle. L'industrie pharmaceutique, c'est vrai. La responsabilité et l'activité pharmaceutique est liée au ministère de la Santé, mais c'est quand même l'industrie. Vous avez le ministère de l'Industrie et puis vous avez le ministère des Finances. Mais tout est question de volonté politique. Tout est question de volonté politique et je pense, vous avez entendu un conseil des ministres, le président en parler, je crois qu'il est résolument, vraiment décidé à relancer l'industrie pharmaceutique locale, mais il y a d'abord, vous savez, une industrie, il faut du volume. Aucune industrie, en tout cas que je sache, qui se respecte, ne pourra véritablement être rentable que si elle ne compte que sur le marché sénégalais. Là, il faut vraiment au moins compter sur l'UMOA. Mais en plus, je crois qu'il y a quand même des efforts à faire parce que tant que les coûts de production seront aussi élevés, au Sénégal, je pense qu'il y aura encore des difficultés. Vous savez, Baye Omar, on est aujourd'hui, vous savez que les médicaments finis, les produits finis, ne payent pas de taxes ni de droits de douane. Par contre, quand vous importez des matières premières ou vous importez des objets de conditionnement, eh bien, vous avez des taxes dessus à supporter. Donc, il y a quand même des mesures d'accompagnement qui doivent être prises et je crois qu'aujourd'hui, l'État, le gouvernement est résolument vraiment décidé à accompagner l'industrie locale. Si nous ne le faisons pas, je pense que ce sera une grosse erreur. Et pour moi,
un pays émergent, puisque c'est ce à quoi nous nous attelons, si en 2035, nous ne fabriquons pas comme certains des pays voisins, en tout cas des pays du Maghreb, comme le Maroc, etc., si nous ne fabriquons pas au moins, je dis, 50% de nos besoins prioritaires, c'est-à-dire nos médicaments essentiels, nous n'aurons pas atteint en tout cas dans le secteur de la santé. Ça reste le défi principal. C'est un grand défi, absolument. Madame Ndiaye, vous écrivez dans le site de la PNA, n'ayons pas de scrupules. Développons le marché des génériques de qualité. Les pays qui ont obtenu leur souveraineté en matière de médicaments l'ont obtenu parce qu'ils ont osé devenir des génériqueurs pour nous affranchir des stratégies commerciales des firmes pharmaceutiques qui, dans leur éternelle guerre de positionnement, n'hésitent pas à faire subtilement la promotion de leurs produits en annonçant tambour battant leur rupture sur le marché. Eh bien, l'association des centrales d'achat africaine de médicaments essentiels, la CAME, dont vous faites d'ailleurs partie, peut-elle aider en cela? Oui, parce que la centrale d'achat est, à mon avis, vraiment, la CAMTO, l'association des centrales d'achat, est vraiment un creuset de réflexion. Et nous sommes aujourd'hui régulièrement en visioconférence avec toutes les centrales d'achat qui sont membres de la CAM. Et nous réfléchissons parce que nous ne voulons plus subir. Nous voulons être aussi le support justement du générique. Parce que nous devons impulser la promotion du générique, mais du générique de qualité et à moindre coût, si nous voulons pouvoir jouer notre rôle, fondamentalement notre rôle au service des populations et dans l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons même développer ce partenariat public-privé. Faire de sorte que les centrales d'achat soient également un bras armé, en tout cas une partie de ce qui impulse également le développement du générique également dans le secteur privé. C'est important. Parce que l'accès au générique doit être le même où qu'on puisse être et à quelque endroit on puisse s'adresser, que ce soit au public, que ce soit dans le privé. Madame, oui. Les pharmacies publiques, je veux parler des hôpitaux. Pourquoi y a-t-il des problèmes à ce niveau? Est-ce que ce sont de bons payeurs? Alors, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme disent certains. Oui. Certains sont des bons payeurs, d'autres non. Où se situe le problème? Écoutez, c'est un problème d'organisation, de gestion? Oui, c'est un problème d'organisation, un problème de gestion pour certains. Parce que les malades arrivent dans les hôpitaux et n'arrivent pas à trouver des médicaments, alors que la PNA est bien approvisionnée. Souvent, il y a un problème. Où se situe la difficulté? Avec les hôpitaux, nous avons essayé de mettre en place ce qu'on appelle les dépôts-ventes. Quand même quand il y a eu des difficultés. Au niveau des hôpitaux, je pense que les choses s'arrangent un peu mieux. Il suffit peut-être d'améliorer la gestion et de mettre en place des outils de gestion qui soient des outils adaptés. Qu'on centralise les choses, que le système soit informatisé et qu'il y ait une connexion directe entre la pharmacie nationale et les hôpitaux pour que les choses se présentent un peu mieux. Et c'est effectivement assez frustrant que lorsque les patients viennent à l'hôpital, qu'elles ne puissent pas trouver le produit au niveau des pharmacies. Et nous essayons vraiment de prendre les choses à bras le corps pour améliorer quand même cela et faire en sorte que surtout le réapprovisionnement
soit régulier, permanent, permanent, et que bien entendu les ressources, parce qu'on dit il n'y a pas de produit, il n'y a pas de programme, mais il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de produit non plus. Vous savez, la PNA paye les médicaments, elle les achète, elle a des conditions de paiement qui sont des conditions draconiennes. Sur le marché international, on ne peut pas se permettre de ne pas payer nos fournisseurs. Par conséquent, bon, on ne peut pas plus... Également, il y a souvent des retards dans le paiement des fournisseurs. Ah oui, mais quand il y a... Vous savez, c'est un effet boule de neige. Quand on ne reçoit pas les ressources dans les délais, on ne peut pas payer dans les délais. Mais nous avons quand même, je dois le dire, un partenariat nous avec restons quand même une structure crédible, dont je suis quand même très fière, parce que nous avons quand même un partenariat avec nos principaux fournisseurs, qui reste un partenariat durable. Toutefois, je voudrais inviter quand même les acteurs à plus de sensibilité et à plus de compréhension. Vous savez, c'est assez difficile, vous savez, de fermer un dépôt d'hôpital ou un dépôt de district et de dire non. Ça ne doit pas être l'objectif. Non, ce n'est pas l'objectif. Et nous devons travailler ensemble dans un partenariat fécond. Et vraiment, pour moi, c'est toujours avec un pincement au cœur que je dois relancer une structure, un district, et vous me donnez l'occasion vraiment de vraiment lancer un appel et de demander à tous les acteurs, surtout dans les districts, d'être très près de la gestion du médicament. C'est vraiment, je dirais, les trois quarts du processus de soins. Quand le patient sort, il a beau avoir été bien ausculté, que le diagnostic est bien fait, mais lorsqu'il ne trouve pas le médicament, il est découragé. Et je crois que nous devons appuyer nos populations vraiment et leur apporter justement ce réconfort. Et ce réconfort, c'est dans les structures qu'elles doivent pouvoir le trouver. Alors la dernière question, c'est changer de paradigme pour améliorer l'accès à des médicaments essentiels de qualité pour les populations. Et là, c'est cela votre conviction principale? Oui, c'est ma conviction. Ma conviction, c'est que, nous devons assurer la qualité des produits. Deuxièmement, nous devons travailler à ce que le ratio coût-efficacité soit assuré. Il faut que les populations puissent accéder à des médicaments de qualité, mais également accessibles financièrement. Il faut que les populations sentent qu'il y a une équité dans l'accès aux soins. C'est quoi? C'est que les personnes n'aient pas à vous appeler Baye Omar parce qu'elles sont à Tambacounda pour vous demander de leur acheter une boîte de comprimés qui doit se trouver à Tambacounda. Donc l'accessibilité géographique est extrêmement importante. Ce qui fait que aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement regroupe plusieurs maillons et plusieurs acteurs. Et comme je le dis souvent, nous devons tous être au starting block en même temps et pouvoir démarrer en même temps pour être à l'arrivée ensemble. Oui, on ne peut pas terminer sans rappeler que nous sommes dans un contexte de pandémie, de Covid-19. Alors, madame, le stock est assuré, la sécurité l'est aussi. Il n'y a pas de crainte à ce niveau et respecter les gestes barrières, c'est le mot de la fin. Oui, Baye Omar, j'ai souvent un pincement au cœur quand je me lève le matin et que à la radio, un des grands titres, c'est rupture de tel produit. J'éprouve beaucoup de tristesse. Je sais que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne et que c'est souvent ce petit point noir. Mais il faut savoir que nous sommes nuit et jour à la recherche des produits et du bon produit. Et notre idéal aujourd'hui, c'est que les Sénégalais soient bien servis et que il ne faut pas ajouter
à cette angoisse de la maladie, à cette angoisse face à la pandémie, une autre angoisse qui est celle de trouver le produit. Par conséquent, nous nous consacrerons et nous continuerons à nous consacrer à rendre disponibles les médicaments et produits essentiels. Et c'est là où se situe le défi principal en matière de gestion du médicament en période de pandémie comme celle de la Covid-19. Ça a été un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. C'est la fin. Il s'agissait de notre invitée, Madame Annette Seck Ndiaye. Elle est la directrice générale de la PNO, la pharmacie nationale d'approvisionnement. Merci, Madame, encore une fois. Merci beaucoup, Bayoma. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Merci à Alun Badra Associé qui a assuré la mise en onde technique de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir.